Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de l'invité sur Canal 22. On est avec Régis Le Sommier, grand reporter et directeur de la rédaction d'Omerta Média en ligne, spécialisé dans les documentaires qui touchent l'actualité internationale. Et en parlant de documentaires, Régis Le Sommier, vous en avez sorti un récemment qui est disponible sur votre plateforme. Il traite donc du conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est de ça dont vous parlez. Vous revenez du front russe où vous avez couvert cette guerre pendant une dizaine de jours. Vous vous trouviez vraiment au cœur des affrontements. On regarde la bande-annonce. Régis Le Sommier, votre documentaire est sorti le 8 février. Vous l'avez intitulé « Ils ont accepté leur mort ». Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors c'est un titre qui montre un petit peu l'état d'esprit qu'on retrouve en première ligne, qui est un endroit très particulier, la première ligne, très difficile à décrire, même quand on en a vu plusieurs. C'est des soldats qui, de part et d'autre, vivent en permanence dans les bombardements, dans le risque que leur position soit découverte, qu'ils soient ciblés par un drone, par un char, par une pièce d'artillerie. Et ça développe une sorte de comportement de survie, mais aussi d'un fatalisme qui chez eux se voit très bien. C'est-à-dire qu'il y a... il y en avait un avec qui je discutais qui me disait... il me disait, moi il avait un certain âge, il y a des combattants très âgés, des gens qui ont repris du service, qui sont portés volontairement, qui sont des conscrits, qui viennent faire profiter de leur expérience militaire, et qui me disait, moi je suis grand-père. Je suis grand-père, sous-entendu, ma vie est déjà... Voilà. Donc en gros, quand je dis ils ont accepté leur mort, c'est un petit peu dans cette idée que quand on va dans ces zones-là, il y a une chance qu'on n'en vienne pas. Voilà. Donc ils sont déjà préparés à ça. Voilà. Et l'intensité de ce qu'on peut retrouver sur la ligne de front, les conditions de vie où chaque apparition à l'extérieur nécessite de courir. On va de tranchée en tranchée. En fait, les tranchées sont constituées autour de maisons complètement détruites, mais sur lesquelles les militaires utilisent les caves en fait pour installer leur PC. Et en fait, donc il y a plusieurs points comme ça sur la ligne de front, avec plusieurs, comment dire, il y a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, avec des relations et des rôles différents suivant les points du front, en sachant qu'il faut se réaliser que le front était déjà compliqué quand il existait dans les guerres précédentes. Là, il est encore plus compliqué parce qu'il y a les drones. Le drone est, je l'ai qualifié, moi, si vous voulez, dans l'espèce de cathédrale militaire qui est un champ de bataille ou une tranchée, une première ligne. Le drone, c'est la clé de voûte. C'est lui qui recueille les informations, qui les dispatche à un pointeur qui récupère les informations au sein de la tranchée et qui lui-même donne les coordonnées GPS pour traiter les positions en face avec les coordonnées à l'artillerie, aux missiles, aux chars. Et le drone est permanent et il existe partout. Enfin, il y en a partout des drones. Donc tout est piloté autour des drones. Vous êtes parti une dizaine de jours au total, ouais, donc au cœur de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Vous étiez sur le front, côté russe, au nord de Bakhmout, si j'ai bien compris. Vous y êtes allé avec Charles
Charles d'Anjou, Oui. le président de votre média Omerta, qui jouait le rôle de fixeur, qui avait le rôle de fixeur. Il est fixeur. Il est fixeur pour votre reportage. Racontez-moi comment vous êtes entré en contact avec les troupes russes, les soldats, quels ont été vos échanges, car c'est très compliqué, visiblement, enfin, vous l'aviez dit, d'avoir des accès comme ça. C'est compliqué d'avoir le go, c'est compliqué aussi d'avoir accès à la première ligne. Ça, c'est une chose extrêmement compliquée aussi du côté ukrainien. Beaucoup de reportages se font en deuxième, en troisième ligne, ça, on l'avait déjà fait. Là, en l'occurrence, pour aller vraiment au contact, c'est très compliqué. Ça se passe... à partir du moment où on a l'autorisation, on la demande. On avait déjà fait un précédent voyage. On a gardé ces contacts là-bas et on nous dit oui ou on nous dit non. Une fois sur place, c'est un petit peu... Il y a un côté... Il y a un peu d'organisation, mais il y a aussi beaucoup d'improvisation. Ça se fait un peu dans le mouvement. Il n'y a absolument pas question pour les mecs de s'arrêter pour nous parler. En fait, on leur pose des questions au fur et à mesure qu'on va à tel endroit, on fait le ravitaillement, on va voir les positions de mortier, on circule dans un objectif précis, et au fur et à mesure, bien, on leur demande où on va faire vérifier de nuit, puisqu'il y a un passage sur un raid de nuit fait contre des bâtiments, sur des bâtiments plutôt suspectés d'accueillir des commandos ukrainiens. Parce qu'il y a des infiltrations, il y a aussi une guerre qui se joue la nuit, qui se joue au-delà des bombardements, avec des petits groupes, des petits commandos qui viennent pratiquer du sabotage derrière les lignes ennemies. Et c'est valable du côté russe comme c'est valable du côté ukrainien. Ce qui est assez terrifiant dans cette guerre, c'est pour ça aussi qu'elle est aussi dure, c'est qu'elle se joue pas armes égales, mais pas loin. Les Ukrainiens sont très bons en technologie, ils ont la technologie de l'OTAN. Les Russes ont plus la quantité, c'est encore deux points forts de part et d'autre. Mais ça fait qu'il y a une symétrie dans cette guerre, alors que jusqu'à présent, à peu près toutes les guerres étaient des guerres asymétriques, avec un rapport du faible au fort, des bombes sous la route, des embuscades, un ennemi qui se dérobe, qui attaque quand on l'attend pas. Ça, c'est les caractéristiques du conflit asymétrique. Là, on a une ligne de front et on a deux ennemis qui partagent en commun encore peut-être d'avoir beaucoup de matériel russe des deux côtés. Et donc un affrontement très très intense. Et justement, est-ce que c'est cette symétrie, on va dire, cet équilibre, parce que vous avez couvert énormément de conflits, il y a la Syrie, l'Afghanistan, vous soulignez toujours que cette guerre Russie-Ukraine est différente, plus dure, plus intense que les autres. Est-ce que ça fait partie aussi du fait que ce soit des armées peut-être proches les unes des autres au niveau technologique, mais à d'autres niveaux aussi? Oui, d'autres niveaux, c'est plutôt c'est une haine presque familiale. Alors en disant ça, je ne dis pas du tout comme Vladimir Poutine que les Ukrainiens sont des Russes et que l'Ukraine n'existe pas. Non, mais c'est des gens qui ont été ensemble pendant très longtemps, qui font partie tous intégralement du monde slave. Beaucoup d'Ukrainiens qui sont du côté russe, pro-russe, ont de la famille côté ukrainien anti-russe. Donc vous imaginez, il n'y a plus de réunion de famille, mais les antagonismes que cette guerre a pu créer. Et peut-être parce qu'elle est intime, et parce qu'elle est là pour accompagner la naissance, ou en tout cas la confirmation, ou la liberté du monde ukrainien par rapport au monde russe, et qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, elle est plus atroce peut-être qu'une guerre où les gens ont moins d'intérêt, où ils sont plus aptes à la compromission. Là, il y a un côté vital d'un côté et de l'autre. On dit que c'est une guerre où l'Ukraine ne peut pas gagner et la Russie ne peut pas perdre. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est difficile d'arriver vers un chemin vers la paix, parce que tout ce qui va être fait aujourd'hui pour arrêter le conflit va être considéré par les Ukrainiens comme une capitulation, et le fait de donner 20% de leur territoire à la Russie, la portion qui aujourd'hui est occupée. Et puis, si les Ukrainiens, et si la guerre continue, et qu'elle se stabilise comme elle l'est actuellement, si par exemple l'offensive russe qui est attendue et qui devra avoir lieu au printemps n'a pas les effets escomptés et ne fait que grignoter quelques villages, on va s'imaginer qu'après les Ukrainiens vont grignoter à leur tour d'autres villages, voire les mêmes, dans le sens inverse, et que au final, dans 6 mois, s'il n'y a pas d'élément décisif ou une des armées qui
s'effondre, pardon, eh bien on risque de se retrouver dans 6 mois avec une configuration quasi identique et 50 000 bonhommes au tapis des deux côtés. Vous étiez sur place, vous avez parlé aux troupes russes, je vais y arriver, aux soldats qui sont sur place. Comment est-ce qu'ils vivent le conflit d'un point de vue moral? Vous étiez avec eux donc sur le front. Quel est leur profil? D'où viennent-ils et leur état d'esprit en ce moment? C'est intéressant cette question parce que c'est une question. Moi, j'ai couvert le conflit du côté ukrainien en avril, où là, il y avait encore, je dirais, la guerre était neuve, entre guillemets, elle était aussi diffuse, elle existait évidemment. La Russie avait envahi et puis il y avait des affrontements terribles. Mais pour ce qui était de Lviv, Odessa, qui sont les villes dans lesquelles j'ai été, Yavoriv, dans ces villes-là, si vous voulez, on vivait la guerre comme une nouveauté, on ne savait pas trop bien ce qui allait se passer, et puis il y avait plusieurs scénarios possibles. Poutine va-t-il envahir Kiev? C'était encore possible. Moi j'y étais au moment de Boutcha, donc il y avait la découverte des cadavres une fois que les Russes se sont retirés, mais on ne savait pas très bien les intentions, on ne les sait pas complètement encore aujourd'hui. Enfin bon, le conflit s'est un peu fossilisé, entre guillemets, sur des lignes de front très actives, mais qui sont aujourd'hui bien définies entre la façade est du front et la façade sud jusqu'à la fin de l'oblast de Kherson. Donc on sait maintenant un petit peu. Là, à l'époque, je dirais qu'il y avait une surprise encore, un choc de l'affrontement. Les Ukrainiens ont réagi, ils sont chez eux, ils défendent leur nation. Et je crois qu'aujourd'hui encore plus, et côté russe, même s'il y a pu y avoir des moments au début où les soldats russes devaient se demander finalement pourquoi envahir des frères slaves, pourquoi faire la guerre là, il n'y a plus du tout cet aspect psychologique, il n'y a plus du tout de doute, il y a une espèce de rouleau compresseur humain et mécanique. C'est comme ça que je vois cette guerre. Je dis rouleau compresseur parce qu'il y a une volonté d'écraser l'ennemi en face, et l'ennemi a une volonté de vous écraser aussi. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Quand des soldats tombent, on les met pas à un endroit, on décrète pas une pause pour que chacun récupère les siens. Non, même pas. Je l'ai observé, je l'ai déjà dit, la seule pause, la seule accalmie que j'ai pu remarquer quand j'étais sur la ligne de front, qui nous a permis d'ailleurs de nous en extraire, c'est voilà, le côté vers midi 30, il y a une sorte d'accalmie, et paraît-il, il y a aussi une accalmie au moment du ravitaillement le soir. Voilà, il est d'usage que, mais personne ne l'a décidé, c'est les soldats eux-mêmes qui font cette chose pour peut-être rendre la vie un peu vivable. Naturellement, donc. Et Régis Le Sommier, on vous a vu dans le reportage contre un mur à un moment, attendre que les bombardements se calment pour pouvoir partir de la grange où vous étiez. Des images fortes, hein, le soldat qui était avec vous était inquiet. On regarde l'extrait du documentaire. Nous ne le savons pas, mais un char ukrainien nous a repérés. C'était quoi ça, Charles? Mortier. Mortier? Et ça vient des Ukrainiens? Oui. Là, c'est vraiment vraiment la première ligne. Журналистов на пост вывести! On a changé de position par rapport à tout à l'heure. On est dans une grange, en fait. On est arrivé dans une grange, en fait, parce que la position où on était très très exposée. Vous pensez dans ces moments-là, j'imagine que la survie prend le dessus sur votre reportage à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous préparez aussi au pire, voilà? Oui, alors cette scène, on en met quelques minutes, elle dure environ 1 heure. Hein. Là, le moment où on s'aperçoit en fait que malgré soi, mais c'est pas la première fois que ce sentiment que j'ai ce sentiment, c'est que on se rend compte qu'en fait, on a presque fait une bêtise. C'est-à-dire qu'on a attendu à un endroit, on s'est fait repérer, probablement par un drone. On entend ça vient du tank. Donc c'est un tank.
Il y a des positions de mortier qui nous tirent dessus aussi et qui ne savent pas très bien où on est en fait, mais on a dû se faire repérer parce que notre voiture est à côté. On est arrivé de façon un peu imprudente. La voiture a été, l'officier a garé la voiture et je pense que c'est à ce moment-là. Et notre groupe est séparé. C'est-à-dire qu'en fait, notre caméraman est parti dans la tranchée là où il y a le PC de commandement pour justement regarder la vie dans la tranchée. Et nous, on attend à cet endroit-là, qui normalement ça devrait pas poser de problème, mais c'est quelques minutes, et en fait on est complètement bloqué. On se retrouve donc sous le feu de ce char pendant pratiquement 1 heure dans cette grange. Quand vous voyez le soldat qui hurle, en fait il fait signe à un de ces gars de l'autre côté du mur de casser le mur pour essayer qu'on passe à travers. Il y a aussi les premiers moments, parce que c'est montré une version courte, où le soldat entend parler russe derrière, puis il a un moment d'hésitation. On est sur la ligne de front. On sait que c'est un piège, et peut-être. il se dit, c'est peut-être des Ukrainiens. C'est ce qu'il nous a dit après. Donc il demande au type et lui dit « C'est qui ton commandant ?» Là, on se retrouve dans une scène, je crois qu'il y a une scène comme ça dans Band of Brothers, le film de Spielberg, justement où, au niveau du débarquement, au niveau du jour le plus long, il y a une scène comme ça où l'Allemand est de l'autre côté du mur. Là, on est vraiment dans le vrai. On est dans une situation, on est isolé, bloqué, et on ne sait pas qui est derrière le mur. Donc voilà, c'est un moment en effet très angoissant quand on réalise qu'on est cloué et qu'on ne peut pas bouger. Parce que ce qui est terrible avec ces tirs, ces missiles, c'est les shrapnels en fait, c'est les éclats d'obus. Si ça tombe pas loin de vous, c'est pour ça qu'il faut se mettre à terre. Parce que si ça tombe pas loin de vous et que vous êtes debout, ben vous prenez voilà. Et ça, c'est ce qui est le plus dangereux. Les blessures au niveau de la première ligne sont terribles à cause de ces échanges d'artillerie. Et quand vos proches apprennent que vous partez comme ça en reportage, Régis Sommier, c'est votre métier, hein, j'imagine qu'il y a une famille quand même derrière vous, dans des zones dangereuses comme ça, dans des zones de conflit, qu'est-ce que vous leur dites ? J'essaye, quand on se parle au téléphone, d'être rassurant. On essaye de ne pas raconter ce moment-là précis. Quand on est dedans, vous parliez de Charles tout à l'heure, à un moment on discute, on l'a pas mis dans le film cette discussion, mais on discute, on se dit « Waouh, c'est incroyable ce qu'on a vécu ». Et Charles me dit « Oui, ce sera incroyable si on arrive à en sortir en un seul morceau ». Et là, tout à coup, on réalise qu'on est encore dans le bordel et que ça peut durer. Moi, je me suis vu, on y a passé 3 heures. Je me suis dit, ça y est, ça se trouve, on va rester 1 ou 2 jours bloqués. Voilà, avec les soldats qui essayent de nous mettre à l'abri. À un moment, il y a terribles explosions de mortier. Ça, j'ai pas pu les filmer parce que j'étais en train de terribles explosions et on se retrouve dans une tranchée qu'ils ont construite à l'intérieur d'une grange pour nous protéger. Donc, on est dans un trou, on se retrouve dans la terre, en fait. Donc, voilà. Et quelle est l'image la plus forte de ce voyage que vous retenez dans votre tête ? Vous êtes revenu de ce reportage avec énormément de choses à dire, mais s'il y a un seul point à retenir, ce serait lequel ? La plus étonnante ou la plus... Celle qui symbolise votre... Moi, c'est le vieux soldat que vous voyez là, qui est un sergent, qui m'explique qu'il a donné le nom de sa femme à son fusil, qui dort avec son fusil sur la joue, qu'il est grand-père, donc quelque part sa vie, voilà, elle a été faite, et qui m'explique que la dernière fois, ils ont été obligés d'aller chercher leur copain mort de l'autre côté de la ligne de front, et qu'ils y sont allés de nuit, sous les tirs, qu'ils les ont amenés sur le dos, pour simplement pouvoir les enterrer chez eux. Voilà, ça m'a marqué. Maintenant, il y a des scènes absolument incroyables. Vous êtes au milieu de ce chaos, vous voyez, et puis on revient, on arrive à échapper, à traverser la zone rouge, à fond la caisse dans une voiture. La voiture ralentit, il y a une sorte de moment, et là on voit un faisan qui passe, tranquille, comme si la guerre n'existait pas, comme si le monde animal
pouvait échapper à cette espèce d'enfer. On était scotchés de voir cet oiseau magnifique qui a disparu parce que les soldats voulaient lui courir après pour améliorer l'ordinaire. Et finalement, je me suis dit, c'est incroyable. Il y a des visions comme ça parfois, des choses totalement décalées. Improbable. Voilà. Mais qui fait l'irrationalité de cette ligne de front. Encore une fois, quand je vous dis, ils ont accepté leur mort parce que c'est un endroit à part. C'est parler à des gens qui sont là, mais qui sont plus tout à fait là déjà. Oui. Régis Le Sommier, vous avez couvert plusieurs fois ce conflit. Il me semble que c'est la 3e fois que vous vous rendez sur place depuis le début de la guerre. Ouais. Vous pointez souvent du doigt les chroniqueurs, observateurs sur les plateaux télé qui commandent ce conflit et qui encouragent la livraison d'armes à l'Ukraine. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que, pour prendre la parole sur ce sujet-là, il faut absolument avoir été sur place pour avoir un discours légitime? J'ai absolument pas. Je n'ai jamais dit que ces gens-là n'avaient pas le droit à la parole. Ce que je veux dire, c'est que il est bien de temps en temps de pouvoir bénéficier de gens ayant eu une véritable expérience. Il y a des militaires qui, en France, ont une expérience et sont sollicités parfois. Ce que je regrette, en revanche, et c'est là où de temps en temps, je mets un petit peu l'accent, c'est que, on retourne du côté ukrainien ou du côté russe, on revient avec des informations, puis parfois l'information, on livre ce qu'on a, et on a l'impression que, quelquefois, vous entendez des personnes qui vous dites, oui, mais vous dites ça, mais en fait, la réalité, c'est autre chose. Très bien, moi je ne critique pas d'avoir un point de vue, simplement je pense qu'il est important d'écouter les gens qui vont là-bas. Quand je vous parle de monstruosité du conflit, quand je vous parle de ce que j'ai vu sur la ligne de front, c'est parce que moi peut-être j'ai pas envie que mes enfants vivent ce qu'ont vécu leurs grands-pères à Verdun, par exemple. Parce qu'on sait ce que c'est que cet engrenage, on le connaît. On connaît ces guerres où on se dit tiens, allez, hop, des chars lourds, ok, bon, hop, tiens, des avions. Et puis un jour, on se retrouve tous dedans. Et ce qui est terrible, c'est que nous avons en France un peuple qui, heureusement, vit depuis beaucoup d'années, beaucoup de dizaines d'années en paix, pas comme l'Algérie qui, elle, a connu la guerre civile dans les années 90. Nous, on n'a pas connu la guerre civile. On a connu Daesh, on a connu des attentats, mais disons qu'on n'a pas vécu en conflit armé contre l'Allemagne en particulier, comme ont pu le connaître nos grands-parents, nos parents. Donc, on n'est plus habitué, et tant mieux peut-être, à ces confrontations. Mais dites-vous bien que si les choses continuent comme ça, il va falloir qu'on fasse la guerre sur le terrain. Alors on va dire, ah oui, on a notre armée, mais attendez, on n'a pas une armée extensible, on n'a déjà pas des moyens militaires importants. Ça, il faut voir ceux qui ont décidé des budgets militaires pendant les 40 dernières années, qui ont un peu déplumé notre armée. Donc ça, tout ça, mis dans l'équation, et surtout, je veux insister sur une chose, et je m'arrête là, c'est que ceux qui font la guerre là-bas, c'est un socle de paysans et de mineurs. Ce sont des gens durs, côté ukrainien comme côté russe. Ils se battent, ils sont déterminés, ils se battent par -18, ils se battent dans la boue, dans les rats. Je dis pas qu'ils sont des surhommes, mais nous, est-ce qu'on est capable de faire ça? J'en suis pas du tout sûr. Voilà. On est à quasiment 1 an de guerre en Ukraine. On a pu vivre l'escalade des tensions ces derniers mois entre l'Union européenne d'un côté, les États-Unis, la société occidentale en général et la Russie de l'autre côté. La question que je vous pose, dans combien de temps, d'après vous, ce conflit pourrait-il s'arrêter? Est-ce qu'on part vers une 3e guerre mondiale? Voilà. J'aimerais bien vous dire, oui, il va s'arrêter demain. J'aimerais bien vous dire, on va trouver une solution. Moi, je pense très honnêtement que la solution pourrait être, si chacun y mettait de la bonne volonté, de revenir aux frontières d'avant le 24 février. Ce qui verrait les Russes récupérer le Donbass, qui de toute façon, je vois pas l'Ukraine reconquérir le Donbass aujourd'hui. Et puis pour la Crimée, il faut arrêter de fantasmer. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est le général Mark Milley, qui est le chef d'état-major des armées américaines, qui a dit le 6 février dernier, les possibilités que l'Ukraine récupère la Crimée sont militairement faibles. Quand un militaire de ce rang vous dit ça, il faut l'écouter. Donc,
je pense que là, il y a peut-être une... voilà. Et j'aimerais bien qu'on arrive, si c'était possible, à ce qu'on entende le mot négociation, à ce que ce ne soit pas des militaires qui viennent nous dire « attention, nos espérances, la définition de la victoire côté ukrainien, il faut peut-être l'amender parce que sinon ça ne va pas le faire ». Et puis, ce qu'a dit le même général Millet, d'ailleurs, il a dit « l'armée russe va sans doute pas s'écrouler d'ici 2 semaines ». Et donc, voilà, parce qu'on a vu, nous, des généraux sur LCI nous expliquer en mois de novembre que l'armée russe était... les soldats se battaient avec un fusil pour 2, ils n'avaient pas de godasses, et ça y est, c'était fini, l'armée russe était pratiquement éliminée. Donc on a vu que c'était pas possible, que ça ne s'était pas fait. Et aujourd'hui, on est dans une sorte de statu quo, avec peut-être une légère progression des Russes vers l'ouest. Donc voilà, est-ce qu'on veut que dans 6 mois, on en soit au même stade, je vous le dis, avec 50 000 mecs morts de chaque côté ou blessés, ou dans 1 an avec 100 000 ? Parce que voilà, pour quel résultat ? Pourquoi en plus ? Parce qu'il va falloir s'habituer. Vous avez entendu parler de Soledar, là vous entendez parler de Bakhmout, ça va être Ugledar, et ensuite toute une ribambelle de villages sur lesquels on va se battre. On va se battre pour des villes de la taille de Bourg-en-Brest ou de 40 ans. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et des milliers de soldats et des milliers de civils vont souffrir ou vont mourir à cause de ça. Donc c'est une vraie décision, et j'aimerais beaucoup plus, et c'est pour ça que pour les gens dont vous parliez tout à l'heure, qu'il y ait plus de retenue. C'est pas la guerre, c'est pas une bataille navale. On n'est pas là à dire ah chouette, ils ont gagné. Non, on n'a pas à se réjouir de ça. Il y a des milliers de gens qui meurent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Effectivement, on va suivre ça dans les prochaines semaines. Merci Régis Le Sommier. Je rappelle que vous êtes grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. On rappelle aussi que le documentaire est disponible depuis la semaine dernière sur votre plateforme, donc Omerta. Un documentaire fascinant, passionnant sur la guerre en Ukraine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très vite pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur Canal 22.